Voilà, bonjour à tous et à toutes. Ravi de vous accueillir en cette fin d'après-midi pour cette avant-dernière Unipop Histoire de la saison. On a pris quelques minutes de plus parce que le film était un peu plus long que prévu, donc pour vous laisser un peu le temps de respirer. On est ravi d'accueillir l'historienne pour cette conférence, donc Anaïs Albert, que je remercie de venir pour la première fois à Pessac pour cette conférence. Alors, Anaïs Albert est maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l'université Paris-Cité. Elle est spécialiste d'histoire sociale, d'histoire culturelle des 19e et 20e siècles en France. Et elle a publié, il n'y a pas si longtemps que ça, ce livre, La vie à crédit, la consommation des classes populaires à Paris, des années 1880 à 1920. Alors, le sujet paraît peut-être un peu spécifique, mais finalement, en le découvrant, on se rend compte qu'il est très passionnant, notamment parce que quand on s'intéresse à ces classes populaires, c'est-à-dire ces ouvriers, ces employés, ces petits artisans, ces petits commerçants, l'histoire souvent traite cette question du point de vue du travail, parce que c'est une question importante, mais l'aspect intime, l'aspect sphère domestique est plus difficile à approcher du fait des sources, bien entendu. Et c'est tout le mérite, je pense, de l'étude d'Anaïs Albert, d'avoir choisi un angle original d'étude par la consommation, l'acquisition de ces objets, quels objets sont acquis par qui dans ces classes populaires, comment ces individus procèdent-ils pour les acquérir. On sait que forcément, ils n'ont pas les moyens et les revenus de la bourgeoisie, par exemple. Donc, pénétrer cette sphère domestique, cette sphère de l'intime, par le biais des objets détenus, est forcément passionnant. Et puis l'autre raison aussi qui nous a conduit à organiser cette conférence, c'est que quand on dit consommation, on pense bien entendu aux 30 Glorieuses, hein, la consommation de masse, mais finalement, cette période des années 1880 à 1920 mérite aussi qu'on s'y attarde, pour plusieurs raisons qu'on découvrira pendant la conférence. Voilà. Donc merci encore d'être là, présent à cette conférence, et je cède la parole à Anaïs Albert. Merci beaucoup. Merci. Et merci beaucoup aux organisateurs de l'Unipop et à Bruno Gérard notamment de m'avoir invité et d'avoir aussi programmé ce film que j'avais suggéré, donc Antoine et Antoinette de Jacques Beccart, dont je voudrais peut-être dire quelques mots avant de commencer la conférence proprement dite qui porte sur la Belle Époque, mais ce film résonne de plein de manières avec le travail que je vais vous présenter ensuite. Alors, comme tout le monde n'était peut-être pas là à la séance juste avant, donc Antoine et Antoinette de Jacques Beccart, c'est l'histoire d'un couple de classe populaire. Elle est employée au prix unique, lui, il est ouvrier. Ça se passe en 1900, enfin le film est tourné en 47, dans l'immédiate après-guerre à Paris. Et donc, dans une première partie, le film relate le quotidien de ce couple de classe populaire dans un petit appartement du 6e étage, avec les voisins qui sont très présents. Et puis, met l'accent de manière assez subtile sur toutes les difficultés économiques de ce couple, leurs difficultés pour joindre les deux bouts, pour arriver à acheter ce qu'ils voudraient, leur désir inassouvi de consommation. Et le film bascule dans un second temps quand on se rend compte que Antoinette, donc la protagoniste féministe, a acheté un billet de loterie. Alors son mari lui reproche dans un premier temps de dépenser pour rien l'argent du ménage, et puis il se rend compte que le billet est gagnant. Et donc toute la seconde partie du film explore ce rôle du billet gagnant avec un certain nombre de quiproquos que je ne dévoile pas pour ceux qui n'auraient pas vu le film juste avant. Bon, outre le fait que c'est un film très bien mise en scène. Enfin, il y aurait plein de choses à dire, mais je ne suis pas du tout historienne du cinéma. Ce sur quoi je voulais, moi, revenir de mon point de vue de spécialiste d'histoire économique et sociale, c'était plusieurs points saillants. D'abord, ce couple, c'est un couple de classe populaire et un couple assez typique, puisque lui est ouvrier, on le voit dans un premier temps dans un atelier de relure, dans un atelier d'imprimerie. Et on voit d'ailleurs le travail. Hein, le film s'ouvre par le travail. Oui, bien sûr. Ah, c'est mieux comme ça. Excusez-moi, je ne suis pas habituée au micro, grande salle. Ok.
Donc lui, le film s'ouvre par le travail, puisqu'on le voit lui dans son atelier de reliure, d'imprimerie, et elle, on la voit aussi au travail dans son commerce. Donc finalement, le film rentre par ce prisme assez classique sur les classes populaires qu'est l'histoire du travail. Et puis, donc on a un couple classique aussi, puisque lui est ouvrier et elle employée de commerce, hein, ce qui est très classique dans les classes populaires parisiennes, cette alliance matrimoniale ouvrier-employé. Bon, on est à Paris en 1947, le film se déroule dans le quartier essentiellement de La Fourche, donc dans ce nord-est parisien, le 17e arrondissement, qui est, depuis la Belle Époque, un arrondissement populaire, hein, en large partie populaire, même s'il y a une partie bourgeoise, mais une grande partie aussi populaire. Et puis le film, donc classe populaire, Paris, et surtout la consommation, puisque la consommation, elle est au cœur de ce film de plein de manières. D'abord, c'est un film qui filme très bien les logements populaire, hein, puisqu'il se déroule en grande partie dans le logement d'Antoine et Antoinette, qui est un tout petit 2 pièces au 6e étage, dans les anciennes chambres de bonne. Et on voit aussi très bien toute la densité du voisinage, hein, et tous les liens qui unissent ce couple à tous leurs voisins. Alors des liens à la fois de curiosité, voilà, les gens s'espionnent, mais aussi le fait qu'on passe d'un appartement à l'autre, qu'on se rend des services, qui prête une machine à coudre contre la garde d'une petite fille pour la soirée. Donc on voit très bien, hein, cette grande solidarité de voisinage qui est aussi au cœur de cette vie des classes populaires parisiennes. On voit aussi des logements très exigus. Il y a une scène assez drôle où un jeune homme passe par la fenêtre pour aller chez le couple qui sont les protagonistes principaux, et on voit ses parents qui dorment dans la même pièce, hein, dans un lit double à lui, un lit simple. Ils disent mais éteindre la lumière en partant, nous on veut dormir, etc. Donc on voit aussi, hein, cet espace très réduit dans lequel vivent les classes populaires parisiennes. On voit aussi les objets, hein, beaucoup, et je vais vous en reparler, mais un certain nombre qu'on retrouve déjà à la fin du 19e siècle, la table ronde notamment, hein, les chaises en paille, et puis tous les ustensiles de cuisine qui sont suspendus au mur, ce qui est très classique dans les classes populaires parisiennes. On voit aussi l'autoproduction, hein, lui bricole la radio, elle se fait une robe avec un tissu qu'elle a acheté, etc. Et donc on voit aussi, bon, évidemment des répartitions genrées dans le couple, hein, à lui le bricolage, à elle la couture. On voit aussi tout le travail domestique que demande à Antoinette le fait de maintenir à flot le ménage, hein. C'est elle qui fait les courses, qui détaille les prix, qui négocie avec le commerçant du coin, qui essaye évidemment d'obtenir ses faveurs en échange de petits avantages économiques. On voit que c'est elle qui planifie, va acheter le pain, moi j'achète les poireaux, etc. Donc on voit tout ce travail domestique féminin de la consommation. Et puis on voit aussi leur rapport au loisir, hein. Ils vont assister à un spectacle de foot, c'est la naissance à partir des années 1930 du sport-spectacle, hein, donc, où on achète des billets pour aller consommer un spectacle sportif, mais est aussi évoqué le cinéma, puisqu'on a une voisine qui part au cinéma et qui laisse à garder sa petite fille, et puis la traditionnelle promenade en barque qu'on voit très très bien. Et enfin on voit, et c'est peut-être ça qui m'intéresse le plus dans ce film, et c'est au cœur du scénario, on voit les désirs de consommation inassouvis de ce jeune couple, puisque il y a tout le début du film, hein, ils regrettent tout ce qu'ils n'auraient pas, ou ils ont peur de leur précarité économique, de leur vulnérabilité économique, et quand ils se rendent compte qu'ils ont gagné à la loterie, il y a une scène très belle où elle écrit sur le miroir de la chambre avec son rouge à lèvres une liste de choses qu'ils vont acheter, qui est en fait une forme de comptabilité populaire, et dans cette comptabilité, la première chose, elle veut un appartement, donc elle veut plus d'espace pour avoir plus de confort dans son travail domestique, prendre soin de son intérieur, c'est l'image de la bonne ménagère, et lui veut une moto qui est aussi un rêve masculin de consommation dans ces années 40-50. Et puis juste après viennent en fait des vêtements, hein, un manteau pour elle, des souliers pour lui et pour elle. Donc on est en fait pas si loin du monde de la consommation que je vais vous décrire maintenant. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est finalement on voit, hein, ce que je vais vous décrire moi, c'est un peu les prolégomènes, hein, c'est le début de cette période. On va parler d'une période qui se situe 70 ans avant ce film. Et en même temps, alors évidemment, il y a des choses nouvelles, hein. Il y a l'électricité qui est arrivée dans les logements, on le voit dans le film. Il y a la radio, on entend un phonographe. Les vélos sont devenus communs, alors qu'à la fin du 19e siècle, c'est des objets de luxe. C'est la motocyclette qui est devenue l'objet de luxe. Le vélo est devenu commun. Mais par certains aspects, on verra aussi que cette belle époque dont je vais vous parler maintenant, elle dure longtemps et on la retrouve finalement en partie dans ces années 40-50. Hein. Donc elle a
elle a duré longtemps. Bon, donc maintenant, après cette petite introduction sur le film, on remonte le temps, on rembobine le film, si vous voulez, pour... La scène se situe Paris, 1880-1914. Donc, aujourd'hui, moi, je vais vous parler du rapport à la consommation des classes populaires parisiennes, effectivement, à la belle époque, des années 1880 à la Première Guerre mondiale à peu près, et donc de l'accès de ces classes populaires parisiennes à des nouveaux biens. Donc, parmi ces biens dont je vais vous reparler, l'armoire à glace, la machine à coudre, la bicyclette, dont on reparlera. Et l'accès à ces nouveaux biens, il se fait grâce à des grands magasins qui vendent à crédit, qui ont largement recours à la publicité pour vanter cette vie moderne et désirable. Et donc, effectivement, la belle époque, c'est un moment où on pourrait dire que c'est un moment où la consommation s'étend. Alors, je ne parle pas de consommation de masse dans mon livre, parce qu'il me semble que cette expression n'est pas forcément claire, mais en tout cas, c'est un moment d'extension de la consommation qui va toucher de nouvelles parties de la population. Et donc, c'est classiquement, on considère que c'est un des symptômes, ou des symptômes ou des signes, c'est selon, du capitalisme qui s'étend. Et donc de la modernité. Et effectivement, on est plus habitué à parler de la consommation à cette époque-là dans sa déclinaison bourgeoise. Et ce qu'on connaît très bien, c'est les grands magasins, ce qu'on appelle d'ailleurs les grands magasins, qui sont en fait des grands magasins bourgeois, c'est-à-dire ils sont destinés à la bourgeoisie, qui sont les grands magasins classiques qu'on connaît encore à Paris, le Bon Marché, les Galeries Lafayette, voilà. Et donc ici vous avez un tableau de Félix Vallotton sur le Bon Marché, donc peint en 1898 et qui met vraiment en valeur ces lumières de la consommation, cet univers attractif pour les consommateurs et surtout pour les consommatrices. J'y reviendrai. Donc effectivement, il y a cette idée dans ce grand récit du développement de la consommation en France. Les années 1860-1880 sont considérées comme un tournant, mais plutôt à travers cette histoire des grands magasins bourgeois du centre. Or, c'est aussi un moment où la consommation populaire se développe, mais les discours qui concernent cette consommation populaire sont beaucoup plus des discours porteurs d'anxiété, que ce soit des discours qui viennent des classes supérieures, de la bourgeoisie, ou qui viennent du mouvement ouvrier. Puisqu'il y a cette idée très présente chez les moralistes plutôt d'obédience catholique, les réformateurs sociaux, que les consommateurs et les consommatrices populaires, tels des papillons de nuit, viendraient se brûler les ailes aux flammes de la consommation. Et donc pour cette mouvance catholique réformatrice, la consommation populaire, elle est lue comme quelque chose qui ouvre la voie au vice ou à la déchéance. Et c'est l'alcoolisme pour les hommes. Et le spectre qui plane, c'est celui de la prostitution pour les femmes, avec cette idée que ces femmes de milieu populaire, pour accéder à ces nouveaux biens qu'elles n'ont pas les moyens de se payer, devraient en passer par la vente de leurs services sexuels. C'est d'ailleurs ce qu'on voit dans le film Antoine et Antoinette, même si Jacques Beccart est beaucoup plus nuancé que les réformateurs catholiques de la belle époque, mais il laisse planer cette ombre, cet épicier qui essaye de s'attirer les faveurs d'Antoinette en lui donnant des biens de consommation. Donc, pour le mouvement ouvrier, à la même époque, la consommation populaire est dénoncée. Alors, pas selon le même angle. À la fois les syndicats et les partis politiques en gestation dans les années 1880, surtout les socialistes, mais aussi les libertaires, les anarchistes, dénoncent la consommation. Alors, avec deux motifs. Le premier, c'est de dire que pour avoir des biens à moins cher, on exploite les travailleurs, donc ce qui est toujours un des axes actuels de dénonciation de la consommation de masse. Donc cette idée que pour faire baisser le prix des biens, on doit pressurer les salaires. Deuxième argument de nature plus politique, c'est l'idée qu'évidemment, si les classes populaires, enfin les ouvriers dans le vocabulaire de l'époque, accèdent à la consommation et au confort, évidemment, ils seront bien moins révolutionnaires, donc ils seront moins susceptibles de renverser la table, puisque ayant accès évidemment, quand on a accès au confort, on est moins prompt à tout brûler. Et donc la consommation est présentée finalement comme un deuxième opium du peuple. Il y a la religion de chez Marx, qui est un opium du peuple, et puis on voit peu à peu, à la fin du 19e siècle, apparaître dans le discours du mouvement ouvrier l'idée que la consommation aussi serait un opium du peuple.
Alors évidemment, en face, on a des grands magasins populaires, je vous en reparlerai tout à l'heure, qui, eux, tentent de séduire les classes populaires et qui donc essayent d'élaborer un peu un contre-discours. Hein. Et au contraire, ils défendent cette consommation populaire comme une aspiration à la stabilité, au confort, qui effectivement pacifierait la société, voire serait la solution à ce qu'on appelle à la fin du 19e siècle la question sociale, c'est-à-dire la question de la pauvreté. Alors pour vous donner un exemple de ce type de discours, c'est pas forcément un discours qui va passer par des grands développements théoriques, mais on le retrouve un petit peu finalement rassemblé dans ce type de documentation publicitaire. Donc ici, vous avez une publicité d'un un des grands magasins populaires que j'ai étudié, qui s'appelle Aux Classes Laborieuses. Hein, donc on sait à qui on s'adresse, quelle est la clientèle visée. Donc un magasin qui vend à crédit. Et cette publicité rassemble un peu dans un raccourci saisissant, en plus dans une iconographie qui ressemble à celle des romans feuilletons de l'époque, un avant-après. Donc avant l'abonnement, c'est-à-dire avant le crédit à la consommation, et après l'abonnement. Donc avant l'abonnement, hein, vous l'avez dans le petit médaillon, on a une famille populaire avec un père, l'air accablé, qui est assis à une table en bois blanc devant une cruche de vin. Donc évidemment, là, on suggère discrètement l'alcoolisme, hein, du prolétariat. La mère est mal coiffée, vêtue d'un chemisier déchiré. Elle lui tend une assiette maigrement garnie et une fillette s'accroche aux jupes de la mère dans un geste craintif. Et d'ailleurs, la scène baigne dans un éclairage blafard, hein, autour d'une maigre bougie. Donc la famille est entourée par des ombres inquiétantes, tremblantes. Évidemment, c'est les ténèbres de la misère qui rôdent autour de cette famille. Après le crédit, la même famille, les mêmes personnages, hein, sont désormais installés, donc c'est ici, là, dans un espace bien éclairé par des grandes baies vitrées et une lampe à pétrole, un espace décoré de plantes vertes. Les parents et l'enfant sont élégamment vêtus, ils discutent en souriant, ils sont installés dans un intérieur bourgeois, hein, et l'affiche met en scène le mode de vie finalement auxquels les acheteurs à crédit peuvent prétendre, plutôt que des produits particuliers. Ce n'est pas une affiche qui cherche à vendre un vélo, qui cherche à vendre une machine à coudre, hein. C'est une affiche qui vend un mode de vie, un idéal bourgeois, confortable. Donc voilà, on voit bien, hein, qu'on a ici l'après-crédit qui s'oppose à l'avant-crédit. Et l'après-crédit, c'est l'aisance, et l'avant-crédit, c'est la misère, la pauvreté. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça pointe ici, cette affiche, d'une autre manière, hein, une question centrale quand on étudie la consommation, c'est-à-dire que la consommation, elle est très souvent, par les sociologues, hein, elle est prise comme un indice de l'exclusion ou de l'intégration sociale. Et selon qu'on peut ou non y participer, elle est un révélateur des inégalités économiques et sociales. Donc l'étude de la consommation et plus largement des transactions économiques autour des objets, hein, révèle la domination économique, sociale, symbolique dont sont victimes les classes populaires à l'époque. Et c'est ça, moi, qui m'a intéressée dans ce sujet, hein, c'est qu'à travers la question des objets, de la consommation, de toutes les transactions économiques dont je vais vous parler, ma grande question, c'était est-ce que, alors à la fois, est-ce qu'une identité de classe se maintient via la consommation, c'est-à-dire est-ce qu'on continue à appartenir aux classes populaires si on imite la bourgeoisie? Première question. Deuxième question, est-ce qu'on peut dire que la consommation intègre ou exclut? Est-ce qu'elle déplace certaines frontières sociales? Et dernière question, c'était la question de la domination des classes populaires que la consommation révèle bien souvent, et j'y reviendrai. Mais en même temps, déterminer l'intégration ou l'exclusion d'un individu, d'une famille, d'un groupe ou d'une classe sociale, hein, pour aller au plus large, n'a rien de simple. Et effectivement, beaucoup de ces pratiques de consommation se situent plutôt dans un clair-obscur, hein, et il est difficile de savoir si on parle d'une intégration partielle ou d'une exclusion sans appel. Il y a une large place à l'interprétation de l'historienne, en l'occurrence, sur ces domaines. Alors, pour illustrer tout de suite cette complexité, je voudrais commenter deux photographies, dont l'une a donné recadrer la couverture de mon ouvrage. Donc, en fait, ici, on a un intérieur populaire en 1912, donc à Paris, à la fin de la Belle Époque, hein, donc quand les processus d'accès à la consommation des classes populaires, donc, que je vais vous décrire, sont déjà bien installés. Alors, cet intérieur, il se situe dans la cité Jeanne d'Arc. La cité Jeanne d'Arc, c'est une cité du 13e arrondissement de Paris qui est considérée à l'époque, hein, comme très caractéristique des taudis, de l'habitat insalubre parisien. On est vraiment en bas du spectre, hein, du logement
populaire à Paris. Et d'ailleurs, si Maurice Louis Branger fait ses photos en 1912, c'est qu'il y a un projet de destruction de cette cité. Elle est considérée comme trop problématique, trop insalubre. Il y a eu des épidémies qui se sont déclenchées, donc on veut la détruire et le photographe est missionné pour prendre en photo les logements qui vont être détruits. Donc on est vraiment en bas du spectre des logements populaires, dans la fraction inférieure des classes populaires. Alors, ces photographies, bien sûr, elles montrent des stigmates de la pauvreté et du dépouillement des intérieurs populaires, c'est très clair. Donc vous avez les murs nus, notamment, il n'y a pas de papier peint sur les murs, qui d'ailleurs montrent des traces d'humidité. Vous avez un fil à linge au-dessus du lit sur la photo ici, donc on voit bien que le linge doit sécher à l'intérieur du logement au-dessus du lit. On voit bien que le mobilier est rare, il est usé. Alors la chaise qui est à la table ici, on voit, si on regarde bien, qu'elle est dépaillée, que la paille est en train de sortir, donc voilà, c'est usé. On retrouve ces rangements à même le mur qu'on voyait tout à l'heure dans Antoine et Antoinette, donc on range à la fois les ustensiles de cuisine, mais aussi le filet à provisions, les clés, les cadenas. Et puis si on zoomait, on verrait que les vêtements de l'habitante sont usés, réparés, déchirés, etc. Donc pour prendre une mesure, oui, pardon, là c'est la chaise dépaillée notamment, vous la voyez mieux sur cette diapositive-là. Pour vous faire mesurer la différence, ici c'est une autre photo d'un intérieur parisien à la même époque, 1910, Eugène Adjet, un photographe parisien connu, qui photographie l'intérieur d'une ouvrière rue de Belleville. Et alors qu'on est là aussi dans un logement étroit, on voit bien qu'on est dans un logement beaucoup plus soigné, avec du papier peint sur les murs, un couvre-lit crocheté, des petits tissus qui décorent, etc. Donc ici on est plutôt en haut du spectre de cette consommation populaire. Mais en même temps, alors évidemment, Adjet a une volonté plus esthétisante et Maurice Louis Branger un regard documentaire, voire un peu misérabiliste sur la question. Donc on n'a pas non plus le même point de vue sur les classes populaires. Mais en même temps, pour revenir à cette photo-ci, donc je vous ai montré tous les signes de pauvreté, de misère, d'exclusion qu'on peut y lire, mais si on y regarde de près, ce qui est intéressant, c'est que cet intérieur et le couple qui l'habite témoignent aussi d'une volonté de s'inscrire dans l'extension de la consommation à la Belle Époque, à Paris à la Belle Époque. Alors quelques indices ténus. Sur la table, à côté des mains de la femme, on voit poser la presse. D'abord, on a une toile cirée. La toile cirée, c'est un objet nouveau qui se répand pour protéger les meubles. Et on voit aussi des exemplaires de journaux à ce moment où la presse de masse se développe. Deuxième exemple, on a au-dessus du buffet, donc c'est la photo du bas, sur le dessus du buffet, on a mis un tissu, alors certes un peu élimé, mais enfin qui sert à décorer et sur lesquels on a disposé des éléments de décoration, un bouquet de fleurs, un plateau, une bonbonnière, tandis qu'au-dessus est suspendue une étagère qui expose, donc c'est ce que vous avez sur la diapositive du haut, la plus jolie vaisselle du logement, avec notamment des objets de décoration en biscuits, puis un coquillage qu'on voit sur le deuxième étage. Donc là aussi, on a une volonté de décorer le logement, même si c'est sur un mode mineur, même si c'est bricolé, etc. Et enfin, dernier élément pour moi très intéressant, donc derrière juste le visage de l'homme que vous aviez en moins gros plan tout à l'heure, on voit des images qui sont punaisées au mur, qui sont séparées par des bandes de miroirs. Alors c'est intéressant parce que le miroir, ça vaut cher à la fin du 19e siècle, et donc avoir un grand miroir, c'est peut-être trop cher, mais ces gens ont réussi à avoir des bandes de glace, de réfléchissantes qu'ils ont mis là, avec plein d'images qu'ils ont intercalées, alors qui ne sont pas forcément identifiables, mais juste derrière le visage de l'homme, il y a une image qui m'intéresse vraiment particulièrement, punaisée au mur, c'est en fait l'image d'un grand magasin populaire. Et c'est une publicité pour un grand magasin populaire. On voit un intérieur qui est très typique des grands magasins populaires, avec des balcons, des marchandises sur les rambardes, et puis une mention qui dit tapis et tentures, sièges et meubles. Et je parierais d'ailleurs pour le grand magasin aux classes laborieuses, dont je vous ai montré l'affiche juste avant, que j'ai un peu étudié, ça ressemble beaucoup. Donc ce que je trouve hyper intéressant, c'est que ces nouvelles consommations et les magasins qui les promeuvent
à la fin de la Belle Époque, ont pénétré jusque dans les foyers les plus modestes, même si c'est sur un mode mineur ici. Mais enfin, on sent bien que ces gens cherchent à s'inscrire, malgré leur peu de moyens, dans l'extension de la consommation qui se développe. Voilà, donc en passant de l'affiche de classes laborieuses tout à l'heure aux photographies d'intérieur ici, c'est aussi une invitation à passer derrière les représentations pour aller vers les pratiques sociales et retrouver derrière des discours très largement moralisateurs que je vous ai décrits tout à l'heure, retrouver derrière ces discours les consommations populaires, les pratiques, les enjeux des classes populaires elles-mêmes. Et c'est donc un voyage dans le Paris populaire qui regorge d'objets nouveaux, d'un système commercial innovant, mais aussi, on le verra pour finir, un Paris où se perpétuent des pratiques plus anciennes, traditionnelles, qui résistent très longuement aussi à côté de cette consommation nouvelle. Alors, pour présenter un peu de manière plus méthodique ce livre dont je vous parle, 3 temps. D'abord, je vais revenir sur la culture matérielle des classes populaires, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ont les classes populaires concrètement. Ensuite, je vous expliquerai comment elles ont eu accès à ces biens nouveaux, malgré le fait que elles sont vulnérables, voire précaires économiquement. Et enfin, je reviendrai sur justement ces pratiques plus traditionnelles qui subsistent à côté de la modernité. Alors donc, quelle est cette nouvelle culture matérielle des classes populaires parisiennes? Et effectivement, et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup ce film de Jacques Becker, pour répondre à cette question, il faut rentrer en fait dans l'intimité des logements populaires, où elle se déploie finalement largement à l'abri des regards moralisateurs des classes supérieures. Donc j'ai fait ce travail à partir d'une source qui s'appelle les scellés après décès. Ça ressemble un peu aux inventaires après décès qu'on peut trouver chez les notaires, mais c'est un acte judiciaire. En fait, dans les classes populaires parisiennes, quand quelqu'un décède, la plupart du temps, ça peut aussi être après divorce ou après faillite, mais c'est plus rare, donc après décès, si les héritiers sont absents ou inconnus, on peut appeler le juge de paix. Le juge de paix, c'est le plus petit échelon judiciaire, et il vient poser les scellés et décrire ce qu'il y a à l'intérieur du logement pour éviter les vols. Donc en fait, on se retrouve avec des descriptions quasiment photographiques des intérieurs. Il n'y a pas le prix des objets, mais par contre, pièce par pièce, dans la cuisine, il y a une étagère, 4 casseroles, 16 couverts, etc. etc., etc. Donc j'ai pris un certain nombre de ces scellés pour l'année 1895, pour 2 arrondissements populaires. Je les ai dépouillés, c'est-à-dire j'ai fait des listes et des listes et des listes d'objets et des listes de gens. Et puis j'ai croisé tout ça pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'avaient les gens à la Belle Époque à Paris. Alors la première chose que permettent ces scellés, c'est de voir les logements. Avant même les objets, c'est la description des logements, c'est-à-dire il y a combien de pièces dans les logements populaires, ils sont à quel étage, dans quel quartier, est-ce qu'ils donnent sur rue, sur cour, etc. Alors qu'est-ce qu'on se rend compte dans cette culture matérielle des classes populaires? D'abord, c'est que il y a une grande variété des logements populaires. On a en gros en bas de la classe sociale, les gens vivent en garni, c'est-à-dire en hôtel meublé. C'est 6% à peu près de la population parisienne à la Belle Époque, donc dans des chambres meublées qu'on paye relativement cher et qui sont surtout assez stigmatisantes parce qu'elles sont vues comme l'accueil d'une population flottante, marginale, peu fiable, etc. Ensuite, il y a 2 autres modes de logement qui vont avec l'emploi, c'est les loges de concierge, d'ailleurs on la voyait la concierge dans le film précédemment, et les chambres de bonne. Donc là, en fait, parce que vous avez un emploi, vous héritez du logement, et ça c'est un gain très important, puisque le loyer, c'est 20 à 30% des revenus, donc c'est extrêmement important. Mais ce que surtout désirent les classes populaires, c'est un logement qu'on appelle loué vide à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire un logement vide où on arrive avec ses meubles. Et donc, ce que désirent les classes populaires, c'est une chambre à soi, comme dirait Virginia Woolf. Et ça, on le retrouve nettement dans un certain nombre de témoignages. Il n'y en a pas beaucoup des témoignages des classes populaires à la Belle Époque, mais là, il y en a 2 qui disent exactement la même chose, un masculin, un féminin. Donc Jean Grave, qui est un anarchiste de la fin du 19e siècle, et il dit « Ne voulant pas rester en garni, je m'abonnai chez Crépin. Quand j'eus versé la moitié de la somme nécessaire à l'achat d'un lit, d'une commode, d'une table et de quelques chaises, je m'installai dans une chambre que j'avais louée cour des Rames. J'étais chez moi. »
Et Jeanne Bouvier, qui a publié ses mémoires, qui a été une militante syndicaliste, elle dit « L'hôtel me répugnait d'autant plus qu'il était crasseux et mal fréquenté. Je ne pouvais pas nettoyer ce cabinet comme je l'aurais fait si j'avais été chez moi. Me priver de friandises ou de plaisir ne me faisait pas souffrir, mais me priver de propreté m'était intolérable. Je m'imposais tous ces sacrifices pour arriver à m'acheter le nécessaire pour me mettre chez moi. » Donc ce qui est intéressant, c'est que d'abord, ces deux témoignages nous présentent tous les deux une sortie de l'hôtel garni, c'est-à-dire de l'hôtel meublé pour essayer d'avoir un logement à soi. C'est dit dans la même expression, j'étais chez moi. Donc c'est vraiment le lieu de l'intimité, le lieu voilà, où on va pouvoir se retrouver pas sous le regard d'autrui. Et par ailleurs, pour les deux, ce qui permet ce passage au chez-soi, c'est les meubles. Et ça, c'est très important parce que, effectivement, à la fin du 19e siècle à Paris, les meubles servent de garantie aux propriétaires. C'est-à-dire le rôle qui est aujourd'hui joué par une caution. Quand vous voulez louer un logement, vous versez tant de centaines d'euros en argent. À la fin du 19e siècle, c'est les meubles qui servent de caution. Donc en fait, si vous avez un lit, une table de nuit, une armoire, et surtout si l'armoire est à glace, parce que ça vaut plus cher, vous êtes assuré de trouver un logement. Et en contrepartie, si vous ne payez pas votre loyer, le propriétaire est prioritaire pour la saisie de ces meubles-là. Et il se remboursera en vendant vos meubles. Donc en fait, les meubles, bien sûr, il y a un désir de confort, il y a un désir d'utiliser ces meubles, mais il y a aussi un aspect très concret, c'est que c'est la porte d'entrée dans le logement le plus respectable pour les classes populaires, qui est le logement chez soi, le logement loué vide. Et ça, on le retrouve par exemple dans certains... quand on tombe sur des listes d'employés ou dans le monde du travail, comme signe de respectabilité, on trouve parfois « vit dans ses meubles ». Et vivre dans ses meubles, ça veut dire qu'on a été capable d'épargner assez pour rentrer chez soi, donc on est quelqu'un de respectable, en qui on peut avoir confiance, et donc ça donne accès aussi, par exemple, à un emploi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très, très important. Alors, au-delà de cette chambre à soi, de ces logements, des logements proprement dit, des murs, qu'est-ce que les classes populaires mettent dans ces murs et qu'est-ce qu'elles achètent pour meubler ces endroits? Alors, les modèles de consommation, ils viennent clairement des classes supérieures et ils descendent vers les classes populaires. C'est la logique de l'imitation qu'a très bien montré la sociologie de Maurice Alvax dans les années 1930 ou Pierre Bourdieu dans La Distinction dans les années 1960-70. Donc les classes populaires, effectivement, imitent les modes de consommation des classes supérieures. Alors, la consommation, je l'ai essayé de la séparer pour mieux la comprendre en type d'objet. Donc pour les vêtements, il est clair que la consommation, elle est massive dans les classes populaires parisiennes dès la fin du XVIIIe siècle. Daniel Roche, un historien du XVIIIe siècle, dit « À Paris, les haillonneux sont rares ». Les gens en haillons sont rares dès la fin du XVIIIe siècle. Mais le cycle s'accélère à la Belle Époque, avec le développement de ce qu'on appelle la confection, c'est-à-dire du prêt-à-porter dans la Belle Époque, dans le Paris de la Belle Époque. Et on voit bien que le prix des vêtements baisse parce qu'ils sont de plus en plus standardisés. Et alors ça reste une part importante du budget, c'est 16% du budget d'une famille ouvrière à la Belle Époque. Et donc on voit bien le développement de la consommation plus massive de vêtements, avec quelques spécificités. On trouve presque plus d'habits de travail dans les intérieurs populaires. On a beaucoup moins la blouse ouvrière, on la trouve beaucoup moins dans les garde-robes. Au quotidien, les gens sont habillés comme dans la photo que je vous montrais au début pour commencer. Les femmes, elles sont dans des vêtements souvent sombres avec une chemise, une jupe. Et les hommes, ils ont une chemise, un pantalon et une veste qu'ils mettent par-dessus pour sortir. Et dans presque tous les intérieurs populaires, on trouve un costume du dimanche, un costume distingué pour sortir, comme on dit au 19e siècle, en bourgeois ou alors endimanché, d'où l'expression endimanché. Donc au moins une panoplie qui permet non pas de se fondre dans la masse, parce que pour un grand bourgeois repérera toujours une famille de classe populaire endimanchée. C'est d'ailleurs à ça que sert l'expression, c'est à stigmatiser ces ouvriers qui se veulent des bourgeois. Donc on peut supposer que les ouvriers ne se vêtissent pas en bourgeois pour faire illusion, mais plutôt pour eux-mêmes, pour affirmer une forme de respectabilité, de dignité dans leur groupe social à eux.
Alors, la distinction, où est-ce qu'elle se niche? Si elle ne se niche pas, donc là, c'est la lingerie et les sous-vêtements qui se développent. On a de plus en plus de chemises, de chemisettes. Enfin, on voit se développer, notamment pour les femmes. Les sous-vêtements masculins, c'est un peu plus tardif. Mais les femmes, dès la fin du 19e siècle, elles ont beaucoup de sous-vêtements. Dans les vêtements, ce qui va permettre de se distinguer à l'intérieur des classes populaires, c'est les accessoires, c'est les détails. Et il y a des accessoires très désirés. Alors, les mouchoirs, qui commencent à se développer, les mouchoirs en tissu, évidemment. Les femmes en ont beaucoup, 10 en moyenne. Les hommes en ont un peu moins, plutôt 3. Les chapeaux aussi. Alors, il n'y en a pas beaucoup chez les hommes. La casquette, c'est l'entre-deux-guerres. La casquette ouvrière, ça sera dans l'entre-deux-guerres à Paris. C'est pas encore à la fin du 19e siècle. Par contre, beaucoup de femmes ont des chapeaux ou au moins des coiffes, des coiffures, donc des capotes, des capelines, des toques, comme vous voyez ici sur l'image. Donc ça, c'est des capotes. Et ça met un peu à mal l'image de la femme en cheveux, la femme populaire qui sortirait en cheveux, c'est-à-dire cheveux dénoués, sans chapeau. On voit bien que dans les garde-robes féminines à Paris, il y a au moins quelque chose qui permet de se coiffer. Alors, ça ne veut pas dire que c'était porté tous les jours, mais à l'occasion, il est toujours possible de sortir les cheveux couverts. Plus rare encore et plus distinguant, c'est les parapluies et les ombrelles, surtout les ombrelles qui valent très cher. Et puis on a des objets un peu exceptionnels qu'on retrouve dans certaines garde-robes. J'ai trouvé un boa, une mantille, un tour de cou imitation fourrure. Et pour les hommes, l'équivalent, c'est les cannes ou les cravates, qui sont très peu fréquentes et qui sont la marque d'une garde-robe distinguée. Après, ces garde-robes des classes populaires parisiennes, en fait, elles diffèrent aussi, quand on regarde dans le détail, selon le sexe et selon l'âge. Clairement, celles qui consomment le plus de vêtements sont les femmes jeunes et célibataires qui ont aussi plus de latitude dans leur budget puisqu'elles n'ont pas charge de famille, elles n'ont pas charge d'enfants, elles peuvent mettre plus d'argent dans leur garde-robe. Ici, vous avez la garde-robe d'Élise Bourgoin, qui est une fille de bain, c'est-à-dire qu'elle sert dans les bains publics à Paris. Et on voit qu'elle a vraiment une garde-robe très développée. Elle a au moins 37 pièces de haut, donc 10 corsages, un corset, 11 cache-corsets et 21 bas, 11 jupons, 3 jupes et puis 3 chapeaux, une ombrelle, un parapluie. Enfin, elle a vraiment un stock d'habits très fourni. Bon, elle a notamment un peignoir rouge. On peut se demander si une partie n'est pas récupérée dans les bains publics dans lesquels elle travaillait, puisqu'il y a aussi des circuits de récupération, et soit vol, soit oubli de la part des gens. On peut penser que peut-être elle a réussi à nourrir cette garde-robe aussi via son métier. Alors, autre grande gamme, le mobilier. Comme on l'a vu, je vous l'ai dit, ces meubles servent de garantie aux propriétaires en cas de loyer impayé. Et donc, ils sont la condition sine qua non d'accès à un logement loué vide. Et là, vous avez ici, donc, dans le catalogue de classes laborieuses, un peu, c'est la fiche résumée, et c'est un peu un résumé saisissant des meubles les plus fréquents dans les logements populaires. Après, le catalogue détaille chaque type de meuble, mais là, vous avez un peu ce qui serait le cœur de ce que vend ce grand magasin. Donc, on y retrouve ce qui s'appelle la chambre au 19e siècle. La chambre, c'est l'assortiment du lit, de la table de nuit et de l'armoire, avec... voilà. Le coucher est acquis au 19e siècle. On voit bien les lits, les matelas, les couvertures, les draps. Clairement, on les retrouve dans tous les logements populaires. On trouve aussi les tables de nuit, mais ça peut, si elles sont plus travaillées, ça peut être un accessoire de distinction. On trouve dans tous les logements quasiment une table ronde, et c'est d'ailleurs un signe. La table ronde, au même moment, dans les campagnes, on est encore sur une table rectangulaire qui signe aussi la hiérarchie sociale, puisque la place du bout de table, c'est la place du pater familias, la place qui désigne l'endroit patriarcal. Le passage à la table ronde, alors c'est à la fois une contrainte d'espace dans les logements populaires, mais c'est aussi le signe de famille plus horizontale, où il n'y a plus de place privilégiée. Donc la table ronde, à rabat, parce qu'il faut toujours pouvoir gagner de la place, donc on peut toujours rabattre pour gagner de la place. Les chaises, ça on le retrouve 4 à 5 chaises en moyenne par logement populaire. Alors la distinction, elle passe par où dans les meubles? Elle passe par le fait d'avoir des petits meubles un peu décoratifs, une table à jeu, un guéridon, une table à couture, ce genre de choses. Et elle passe aussi par les fauteuils, parce que les fauteuils c'est beaucoup plus cher, et là on en retrouve clairement beaucoup moins dans les logements populaires que dans les logements bourgeois. On a 7 fois moins de fauteuils que de chaises, et donc on voit bien que avoir un fauteuil, c'est signe de distinction.
Ensuite, il y a tous les meubles de rangement. La malle, qui est le meuble de l'arrivée du migrant. Quand on arrive à Paris, on arrive avec sa malle. Paris est une ville de migration à la fin du 19e siècle, migration provinciale essentiellement. Donc on trouve des malles dans beaucoup de logements. Et puis, le meuble de rangement, le meuble roi, c'est l'armoire. Et surtout, si elle est à glace, là, elle est vraiment symbole de stabilité, de prestige. Anne Marison, elle écrit que l'armoire à glace, c'est le fruit éclatant de la réussite. C'est le meuble que les nourrices morvandiotes ramenaient de Paris au Morvan, puisque les nourrices du Morvan venaient se louer à Paris, se louer dans les familles bourgeoises, et quand elles rentraient, pour montrer qu'elles avaient réussi, elles ramenaient une armoire à glace. Et c'était vraiment le signe qu'elles avaient réussi socialement. C'est souvent un meuble acheté au moment du mariage, c'est donc un signe de la conjugalité aussi, on le retrouve beaucoup moins chez les célibataires que chez les couples mariés. Autre meuble de rangement, le buffet. Donc l'armoire, c'est plutôt pour ranger le linge. Ensuite, on a le buffet. Le buffet, il est si possible vaisselier, c'est-à-dire que la partie haute sert à exposer la vaisselle de prestige, la vaisselle décorative, comme on le voyait tout à l'heure bricolée dans ce logement de la cité Jeanne d'Arc. Et puis la commode. Et la commode, c'est le meuble donc, que vous retrouvez tout en haut, et qui est le meuble qui est un peu le meuble des souvenirs familiaux, le meuble où on expose les photographies des disparus ou les photographies de famille, le bouquet de mariée si on l'a encore. Donc c'est un peu l'hôtel de la mémoire familiale. La commode, elle est généralement dans la chambre et elle sert à ça. D'ailleurs, on le voyait sur la photographie d'Adjet que je vous ai montrée tout à l'heure. Et enfin, la distinction, elle passe surtout dans les classes populaires par le fait de décorer son logement. Et donc, on retrouve pour les logements les plus distingués, ceux qui essayent vraiment de rentrer dans la consommation, on voit la multiplication des bibelots, aussi des tissus d'ameublement, les rideaux par exemple, mais pas beaucoup de tapis, parce que les tapis ça vaut très cher. Et puis, pareil, un peu comme l'armoire à glace, c'est le fruit éclatant de la réussite, l'objet de décoration qui signe la réussite sociale, c'est ce que vous avez là, c'est ce qu'on appelle une garniture de cheminée à la fin du 19e siècle. Et donc c'est une pendule surmontée d'une figurine avec les deux flambeaux assortis, donc les flambeaux dans lesquels on peut mettre des bougies. Et donc cette garniture de cheminée, là aussi, elle signe la distinction ultime. Et alors ce qui est intéressant, c'est que certes, les classes populaires ont les mêmes objets, ou essayent d'avoir les mêmes objets autant que possible que les classes supérieures, mais évidemment, la distinction, elle se réinstaure toujours par les matières. C'est-à-dire que dans les classes supérieures, vous allez avoir de la palissandre, de l'acajou, donc des bois exotiques qui valent très cher, tandis que dans les classes populaires, vous aurez par exemple, les juges de paix le précisent, une commode plaquée en acajou, c'est-à-dire qu'on met une très fine couche d'acajou dessus, mais ça n'est pas du bois massif. Et pareil pour la décoration, dans les classes supérieures, on a du bronze. Et le bronze, ça vaut cher, il faut le sculpter, c'est des techniques compliquées. Dans les classes populaires, on a du zinc bronzé. Donc on a du zinc qui ensuite est teint pour imiter le bronze. Et on retrouve d'ailleurs souvent imitation bronze comme une manière de dire que ces classes populaires se font avoir parce qu'elles ne sont pas au courant qu'on leur vend des choses dans des matériaux dégradés. Voilà. Donc en fait, on voit bien qu'on a comme ça une consommation qui s'étend et qui cherche à imiter la bourgeoisie, mais qui à la fois, il y a des objets qui sont beaucoup moins présents dans les classes populaires que dans les classes supérieures, et quand c'est les mêmes objets, ils ne sont pas fabriqués dans les mêmes matières. Alors, deux objets pour finir qui sont un peu différents, parce que c'est des objets à la fois techniques et des objets chers, donc ils sont un peu différents de tous les objets que je vous ai présentés jusque-là, c'est la machine à coudre et la bicyclette. Donc c'est deux objets très désirés dans les classes populaires parisiennes à la Belle Époque, et aussi ils sont très marqués du sceau du genre. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc la machine à coudre, elle est inventée dans les années 1840, mais elle se diffuse largement à Paris dans les années 1880. Et donc elle est vendue par la publicité, vous le voyez là, effectivement la marque leader du marché c'est Singer, qui est une marque américaine, et elle est vendue comme féminine. Ici vous voyez cette femme qui coud à l'intérieur de 3 francs par semaine, donc c'est une publicité pour un procédé qu'on appelait la location-vente au 19e siècle, c'est-à-dire qu'on vous louait la machine 3 francs par semaine, et à la fin, si vous arrivez bien à payer vos 3 francs par semaine, à la fin elle était à vous. Donc c'est location-vente parce que c'est location dans un premier temps et vente à la fin. Donc c'est une forme de crédit spécifique aux machines à coudre.
Et alors, elle est vendue par la publicité comme féminine. En réalité, à Paris, il y a beaucoup d'hommes tailleurs. C'est même une profession relativement masculinisée. Beaucoup d'hommes migrants, particulièrement des juifs d'Europe de l'Est, qui arrivent à la fin du 19e siècle et qui vont devenir massivement tailleurs. Mais c'est vendu par la publicité comme féminin. Et c'est un grand succès. Il y a 150 000 machines à coudre vendues à Paris en 1896. Donc c'est vraiment un objet de consommation de masse. La bicyclette, elle apparaît plus tard, dans les années 1880, et elle va se diffuser autour de 1900. Paris est particulièrement bien équipé en vélo. C'est une ville qui rentre plus tôt que le reste du territoire dans la consommation de bicyclettes. En gros, il y a 65 vélos pour 1000 habitants en 1900 à Paris, contre 25 pour 1000 dans le reste de la France. Donc on voit bien que la consommation est plus importante, mais c'est un objet qui est très cher. Une bicyclette, à l'époque, c'est 6 mois de salaire d'un ouvrier. Donc c'est-à-dire l'équivalent, je ne sais pas, aujourd'hui, pour un SMIC d'une voiture premier prix, d'une voiture neuve premier prix. Donc c'est vraiment un objet extrêmement cher, très désiré mais très cher, et qui est d'ailleurs promu comme masculin par la publicité, à l'inverse de la machine à coudre. Vous voyez ici une publicité pour les cycles Clément, et on voit bien, on est sur un homme ouvrier à casquette, voilà, qui est très typique d'un homme de classe populaire, mais très masculin. En réalité, les filles ont très envie d'avoir des bicyclettes, comme on le voit ici. Donc c'est Arsène Alexandre, c'est un journaliste spécialiste des couturières, voilà, et il écrit en parlant du quartier de la haute couture, qui est le quartier de la rue de la Paix à Paris, parfois dans cette saison-là, donc c'est l'été, et surtout le samedi soir, lorsqu'ateliers et magasins s'éteignent, on peut se trouver surpris par le brusque et sifflant frôlement d'une bicyclette sortant d'une grande maison, une grande maison de couture, sous-entendu, et montée par une intrépide qui s'en va, ignorant les terreurs nocturnes, vers les banlieues. La bicyclette, depuis une quinzaine d'années, a changé profondément la vie et les divertissements des femmes de la couture et de la mode. Donc on voit bien que les jeunes filles désirent aussi très fortement les bicyclettes, mais la bicyclette est un objet marqué comme masculin puisque c'est un objet qui permet la mobilité. Et les femmes sont moins mobiles dans la ville que les hommes. C'est aussi un objet marqué par la rapidité et donc par l'intrépidité, le goût du risque. C'est assez dangereux. Il y a beaucoup d'accidents de bicyclette dans les archives. On les relève beaucoup parce que c'est un nouveau moyen de transport. Et donc pour tout ça, ça a été codé comme masculin. Et ce qui est intéressant aussi, puis il y a une nécessité d'apprentissage. C'est pour ça que je vous ai mis la publicité des grands magasins du Fayel. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Mais donc dans ces grands magasins, il y a une piste d'essayage des bicyclettes où en fait on peut apprendre à faire de la bicyclette puisque c'est une consommation nouvelle. Donc qu'il faut évidemment, il y a un apprentissage technique pour apprendre à en faire. Et ces deux objets, ils sont aussi marqués tous les deux. Ils sont également l'objet d'un discours sexué et sexuel. Et c'est assez intéressant parce que tous les deux, ils sont soupçonnés de favoriser l'excitation sexuelle chez les jeunes filles, et ça on le retrouve sur la machine à coudre comme sur la bicyclette. C'est à cause du mouvement des pédales, n'est-ce pas, avec les cuisses qui se frottent, et on a des thèses médicales au 19e siècle qui expliquent que les ouvrières de la couture qui travaillent trop sur les machines à coudre sont soumises à des orgasmes multiples tous les jours et qu'elles sont très fatiguées. Que donc il faut leur accorder des temps de pause parce que ça les épuise. Et on retrouve en fait le même discours sur la bicyclette. Donc, il y a cette question de la masturbation féminine très forte sur la bicyclette, et il y a aussi, là, pour les deux sexes, la peur de l'infertilité. Et on le retrouve, on est dans un moment d'anxiété sur la dénatalité, puisque l'Allemagne gagne des enfants, on a peur que la France ne fasse pas assez d'enfants pour faire la guerre à l'Allemagne, et donc il y a une angoisse sur la dénatalité qui va se cristalliser aussi sur la bicyclette et sur l'infertilité qu'elle pourrait provoquer. Et en fait, on pourrait penser que c'est des discours uniquement de classe supérieure, de grands bourgeois, de médecins, etc. Mais ces discours trouvent un écho dans le mouvement ouvrier. Et vous avez ici donc une chroniqueuse dans la bataille syndicaliste. La bataille syndicaliste, c'est le quotidien de la CGT à la Belle Époque. Et donc, il y a une chronique féminine et consommation qui s'appelle la chronique de Mimi Pinson. Et donc, elle écrit un jour dans cette chronique, une jeune fille de Belleville, donc une lectrice a visiblement écrit, me demande pour vaincre les résistances de sa famille de déclarer ici, donc de déclarer dans le journal de la CGT, que la bicyclette est un sport convenable et hygiénique. Convenable, je veux bien. Bon, donc on peut en faire, même si on montre un peu ses mollets, c'est pas grave, ça reste convenable. Mais pour la jeune fille, je ne crois pas que la bicyclette soit un sport hygiénique.
usez-en, n'en abusez pas, comme de la machine à coudre. Et donc là, le sous-texte, il est très clair. En fait, elle fait référence à ces discours médicaux cristallisés sur la machine à coudre et la bicyclette. Évidemment, les lecteurs de la bataille syndicaliste comprennent très bien de quoi il est question ici. Évidemment, on n'expose pas ces discours-là publiquement, mais l'allusion est très claire pour le lectorat du journal. Voilà. Il me reste du temps, mais je vais passer un petit peu. Alors, comment les classes populaires en arrivent à consommer tous ces objets que je viens de vous décrire? Puisque, effectivement, la consommation s'étend, c'est net. On voit bien qu'à la fin du 19e siècle, il y a des nouveaux objets qui arrivent de plein de sortes. Ils ne se répandent pas tous au même rythme, etc. Mais on voit bien qu'il y a une extension de la consommation. Pour autant, alors, les salaires augmentent à la Belle Époque à Paris. On est au moment de la deuxième révolution industrielle. Il y a notamment les industries chimiques, métallurgiques qui se développent. Mais ils n'augmentent pas suffisamment pour rendre possible tous ces achats. Donc en fait, pour qu'une fraction significative des classes populaires rentre dans cette nouvelle culture matérielle, en fait, il faut deux choses. Il faut le crédit, qui permet de donner les moyens économiques d'acheter, et il faut la publicité qui suscite le désir. Et donc, c'est ces deux choses-là que je voudrais vous présenter. Et effectivement, une des choses qui m'a surprise et que j'ai fini par creuser beaucoup, mais que je n'avais pas du tout appréhendé quand j'ai commencé ce travail, c'est l'importance du crédit à la consommation à Paris, à la Belle Époque, à destination des classes populaires. Et là, on a vraiment un changement social, on a un changement de l'ordre économique du crédit dans la capitale à la Belle Époque. Alors, c'est du crédit à la consommation. Bien sûr, il y a des systèmes de crédit préexistants. Il y a d'autres, par exemple dans la bourgeoisie, on peut faire un crédit pour un achat immobilier, pour investir dans une entreprise. Ces systèmes de crédit existent. Et le crédit à la consommation, ça s'invente vraiment à cette échelle-là dans les années 1860-70 à Paris. Ça s'invente. Alors, le crédit à la consommation, il existe auprès des petits commerçants. Évidemment, c'est traditionnel. Le boucher fait crédit. D'ailleurs, on le voyait très bien dans Antoine et Antoinette tout à l'heure. Le marchand de tabac, le bar, il fait crédit tout le temps. Mais non, vous me paierez demain, etc. Ça, c'est des pratiques très classiques de crédit du petit commerce. Le boulanger, le boucher, le boisé charbon, tout le monde fait crédit. Ce qui change, c'est un changement d'échelle et ça va porter sur des nouveaux objets. Donc, en fait, c'est un système de crédit qui s'inspire de ces pratiques du petit commerce, le crédit traditionnel, mais qui les systématise et qui les contrôle et qui les rend très fiables. Alors comment ça marche ? En fait, c'est ce qui s'appelle au XIXe siècle la vente à l'abonnement. La vente à l'abonnement, c'est le nom populaire, on va dire, d'un procédé juridique qui s'appelle la vente à tempérament. Donc, qu'est-ce que c'est la vente à tempérament ? C'est un client va dans un magasin qui fait donc ce type de crédit. Il paye entre un tiers et un quart de la somme. Donc, vous voulez une armoire qui coûte 150 francs. Vous payez comptant 50 francs, un tiers de la somme. Et vous partez avec l'objet. Très important dans les classes populaires, on peut jouir tout de suite de l'objet avant d'avoir fini de le payer. Et ensuite, vous allez rembourser ce qui reste, donc les 2 tiers, les 3 quarts de la somme, par très petits versements, alors ça peut être au mois, mais ça peut être aussi à la quinzaine et ça peut être aussi à la semaine. Et ça peut être des montants très petits, ça peut être 1 franc par semaine. D'accord ? Et donc ça, c'est déterminé avec le client. Et surtout, ce qui va tout changer, c'est l'existence des abonneurs, donc de ces employés dédiés des grands magasins qui vont venir récolter l'argent à domicile. Donc ici, vous avez quelques documents des administrations du Fayel, donc le plus grand magasin de crédit parisien, je vais vous en parler après. Donc, vous avez le livret de crédit, le petit livre rouge du Fayel, dans lequel on identifie le débiteur. Ici, c'est Étienne Combe, frotteur, donc probablement... métier mécanique. En 1902, il a souscrit un crédit et on voit que ici, c'est toutes les semaines, un abonneur est passé pour récolter 1 franc, 2 francs, 5 francs avec la signature de l'abonneur. Et ces abonneurs du Fayel, vous les avez ici identifiés. Alors, il faut les identifier parce qu'il y a un gros enjeu. Sinon, n'importe qui peut se faire passer pour un abonneur du Fayel et récolter de l'argent. Donc, évidemment, il faut les identifier. Partout, il est marqué qu'on peut les identifier avec leur casquette qui a marqué du Fayel en lettres d'or. Voilà. Et donc, ces abonneurs, ils passent toutes les semaines, tous les 15 jours, dans les logements populaires pour récolter de l'argent. Pourquoi c'est très fiable ? Parce que ces abonneurs, ils ont une tournée de 2 rues. Donc,
sur 2 rues, ils connaissent quasiment tout le monde en réalité. Donc en fait, le crédit du Fayel, c'est lui qui invente ce système de crédit, enfin, c'est son prédécesseur qui s'appelle Crépin. Il se calque sur les traditions populaires, hein, où en fait le crédit est basé sur l'interconnaissance. C'est parce qu'on connaît les gens qu'on leur fait crédit, parce qu'on sait s'ils sont bons ou mauvais payeurs. Et du Fayel, il va essayer de systématiser ça. C'est-à-dire, quand vous demandez le crédit, il y a 2 conditions. Bon, vous devez payer au comptant un tiers de la somme. Et avant de vous faire crédit, on va demander au concierge. On va demander à la concierge de votre logement si le loyer est bien payé. Il faut que vous habitiez dans le logement depuis plus de 3 mois pour qu'on soit sûr que vous êtes... C'est un trimestre, ça se paye par trimestre, les loyers parisiens. Et en fait, ça peut paraître un peu... Comme ça, on se dit, bon, les concierges, c'est extrêmement fiable. Les concierges, c'est des informateurs économiques de première main dans le Paris du 19e siècle. Ils connaissent tout le monde. Quand il y a des dettes, c'est l'huissier vient rapporter la convocation au tribunal à la concierge. Quand vous avez perdu votre emploi, on le sait, on l'a vu tout à l'heure dans le film Antoine et Antoinette, en fait, la vie populaire, elle se passe au-dessus de tout le monde. Donc en fait, les concierges, elles sont au courant de tout. Elles sont au courant de si monsieur est alcoolique et qu'il pourrait perdre son emploi parce qu'il n'est pas très fiable, etc., etc. Donc s'adresser à la concierge pour savoir si on est bon payeur, c'est tout à fait rationnel économiquement. D'ailleurs, ça marche très bien. Du Fayel a très peu de mauvais payeurs parce qu'il sélectionne très bien les bons clients. Et pour être sûr que les concierges disent la vérité, les concierges ont des réductions chez Du Fayel et chez Aux Classes Laborieuses. Comme ça, on est sûr qu'elles vont fournir de bonnes informations. Donc, une fois qu'on a demandé à la concierge a dit c'est bon, c'est un bon payeur, on paye 30 ou 40 francs au comptant. Et ensuite, l'abonneur va passer toutes les semaines. Alors évidemment, le problème du crédit, c'est que ça tisse des liens de confiance réciproque. Donc comment faire pour pas que ces abonneurs soient trop proches de leurs clients et donc aient tendance à leur passer des petits manquements quand ils ne rembourseraient pas. Et bien, Du Fayel invente un système d'abonneurs tournant. Vous avez des équipes d'abonneurs, hein, et ce n'est pas les mêmes qui passent toutes les semaines. Et comme ça, on est sûr qu'il ne va pas y avoir trop de liens. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, hein, dans les banques, etc. On fait tourner les conseillers pour éviter qu'il y ait trop de liens d'attachement, puisque le crédit, ça tisse des liens sociaux très puissants en réalité. Hein. L'étymologie du mot crédit, ça vient de confiance. Et c'est fondé sur la confiance et ça tisse des liens sociaux très puissants. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que, je fais en aparté, mais en 1906, ces abonneurs du Fayel se mettent en grève contre un supérieur qui ne leur agrée pas, et puis pour des augmentations de salaire. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? Il y a une harmonie du Fayel, c'est-à-dire parmi ces abonneurs, il y en a qui sont musiciens, qui donnent des concerts, etc. Cette harmonie du Fayel, elle se met à tourner dans les quartiers populaires, et au lieu de faire la tournée des abonnements, c'est-à-dire de récolter les pièces, elle dit c'est pour la grève. Eh bien, les gens donnent. Les gens donnent à leurs abonneurs quand ils sont en grève. Donc ça prouve bien qu'il y a des liens sociaux et que ces gens appartiennent à un même monde et que malgré toutes les inventions pour essayer de les extirper de l'interconnaissance, ça ne marche pas complètement. Hein. Il y a une interconnaissance très forte. Donc le crédit, c'est à manier avec précaution parce que ça embarque les créditeurs d'une certaine manière, hein, dans un lien social puissant. Bon, je reviens à mes moutons. Donc celui qui invente ce système de crédit à la consommation à Paris, c'est Jacques Crépin, qui meurt assez rapidement, et c'est surtout son successeur que l'histoire a retenu, c'est Georges Du Fayel. Donc Georges Du Fayel, c'est celui qui dirige les grands magasins Du Fayel, qui s'appelle aussi le Palais de la Nouveauté, et ça va être vraiment un très grand magasin de Paris. C'est celui qui est un leader, si vous voulez, dans ces grands magasins populaires. Donc vous avez à la fois physiquement un grand magasin qui imite les grands magasins du centre, les grands magasins bourgeois, mais qui le déclinent dans un quartier populaire, puisqu'ici, on est dans le 18e arrondissement, juste face à la Goutte d'Or, c'est métro Barbès aujourd'hui, hein, les bâtiments existent toujours, mais c'est plus du tout un grand magasin. Donc pour ceux qui resteront voir Gervaise tout à l'heure, on est de l'autre côté de la rue. Donc c'est vraiment un quartier marqué très populaire au 19e siècle, hein, le 18e arrondissement, juste à côté de la Goutte d'Or. Et Du Fayel, il construit un très grand magasin. Ce grand magasin fait aussi crédit. Et enfin, il a une agence de publicité dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc il est vraiment l'homme clé de cette consommation populaire parisienne. Georges Du Fayel, il est d'ailleurs caricaturé assez rapidement. Ici, c'est un dessinateur anarchiste, Grandjouan, qui caricature Du Fayel. Vous voyez, à l'arrière, derrière lui, il y a le dôme de ces grands magasins. Et puis, il est en train d'appuyer, si on regarde de près, hein, sur la tête d'ouvrier à casquette qui crache un franc dans un bassinet. Donc c'est évidemment, hein, la dénonciation de l'abonnement comme un système d'exploitation du peuple. Hein, c'est une espèce d'ogre. Ça rappelle aussi
Philippon, les dessins de Philippon sur Louis-Philippe. Donc c'est un espèce d'ogre qui extirpe du peuple des petites pièces et qui s'engraisse sur la misère du peuple. Donc, ce système de crédit dans la capitale, hein, il se développe à travers plein de magasins, mais le principal, c'est donc ces grands magasins du Fayel, et donc qui sélectionnent très bien les clients. Et enfin, quand le crédit n'est pas remboursé, ce qui arrive quand même pour Dufayel et pour les autres, il y a à l'époque un système judiciaire, enfin une loi qui s'appelle la loi de saisie-arrêt, je vous passe les détails, qui tente d'encadrer ce crédit à la consommation. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui change, puisqu'à la fois il y a des nouvelles pratiques commerciales dont le droit se saisit avec un peu de retard pour essayer de l'encadrer, parce qu'ils sentent bien que ça prend de l'ampleur. Alors, ces grands magasins du Fayel, hein, ils ont comme particularité d'être les plus importants et d'être ceux qui vont porter cette consommation populaire, notamment via la publicité. Alors, par quoi elle passe cette publicité? D'abord, elle passe par l'architecture, c'est-à-dire par l'espace même des grands magasins, hein, qui correspond à l'architecture publicitaire des grands magasins du centre de Paris. Donc c'est une déclinaison, hein, Dufayel va décliner pour le 18e arrondissement populaire ce qui se fait au Bon Marché, aux Galeries Lafayette, etc. Alors ça, par exemple, c'est quoi? C'est des extensions perpétuelles. Il y a toujours des nouveaux bâtiments, nouveaux magasins, venez visiter, etc. C'est toutes les dernières trouvailles architecturales, le fer et le verre à la Eiffel, des escaliers à quadruple révolution. Il y a toujours un escalier central dans les grands magasins. Ça fait partie de la scénographie des grands magasins. Ça sera les premiers à mettre un ascenseur, par exemple, quand les ascenseurs arriveront. Et puis, hein, pour marquer l'espace urbain de son empreinte, Dufayel a fait bâtir cette tour monumentale, cette entrée monumentale que vous avez ici sur la diapo de gauche pour vous, qui est donc surmonté d'un dôme. Et sur ce dôme, il y a un phare éclairant à 15 000 bougies, dit Dufayel, avec un rayon, donc une lumière, qui éclaire à 15 km et qu'on voit de la place de la République. Et chose très intéressante, ce dôme, il l'a fait monter à 380 mètres, c'est-à-dire 10 mètres plus haut que le point culminant de Paris, qui est la butte Montmartre. Donc en fait, il y a aussi une volonté, hein, d'emprise sur l'espace urbain et de marquer le territoire et d'être au-dessus du point de repère du quartier qui est la butte Montmartre. Aujourd'hui, de la butte Montmartre, on le voit toujours, mais le dôme a été arasé. Hein, cette porte monumentale, elle existe toujours, mais il n'y a plus le dôme, justement. Donc, la publicité de ce magasin, elle passe à la fois par son architecture, elle passe évidemment par les catalogues commerciaux que je vous ai montrés tout à l'heure, hein, qui servent à vendre les produits. Elle passe aussi, et de manière... Ah oui, non, pardon, j'ai oublié de vous parler de quelque chose. Donc, dans ce grand magasin, excusez-moi, je reviens à l'architecture publicitaire, il y a à la fois, on peut se promener et acheter des marchandises, mais aussi, comme les grands magasins bourgeois du centre, c'est aussi un lieu de divertissement. Et ça, c'est aussi une innovation, hein. C'est-à-dire qu'on amène les gens, on essaie de les faire rester. Alors, il y a une salle de concert, on peut voir les concerts de l'Harmonie, mais on peut voir aussi plein d'autres choses. Il y a un palmarium, il y a un salon de lecture, etc. Et il y a un cinéma, puisqu'on est quand même ici pour parler de cinéma un peu. Il y a un cinéma, et Dufayel est le premier à Paris à acheter un projecteur des Frères Lumière. Et il ouvre une salle de cinéma en 1896, qui sera un des premiers cinémas parisiens, et pendant quelques années, le seul en fait, cinéma parisien. Et de manière intéressante, Jean Renoir voit ses premiers films dans le cinéma de Dufayel, amené par sa bonne, puisqu'en fait, le cinéma est au départ un loisir très populaire et donc qui attire aussi la même clientèle que les clients de Dufayel. Et donc Jean Renoir, c'est pas un hasard s'il découvre le cinéma par sa bonne, puisque elle fait partie des classes populaires et donc le dimanche, elle l'amène dans ses loisirs populaires dont le cinéma fait partie. Alors évidemment, ce grand palais, ce grand magasin est aussi évidemment très rapidement dénoncé, hein, comme une illustration du mauvais goût du maître, hein, et on confond dans la même dénonciation le mauvais goût du maître et le mauvais goût de la clientèle, hein. Donc voilà, là on a ainsi c'est le vert, donc c'est la bataille syndicaliste toujours, ainsi c'est le vert rue de Clignancourt et boulevard Barbès, ces grands magasins dont le dôme prétentieux dont je vous parlais annoncent au loin la puissance et le mauvais goût du maître. Là sur des kilomètres de galeries s'alignent les objets des plus divers, meubles de tout style et sans style, de la quincaillerie et des bijoux, des bicyclettes et des pianos, des photographies et des casseroles. Vous voyez évidemment que là, la figure de style, c'est de mélanger des objets qui n'ont rien à voir pour montrer l'absurdité d'étaler tout ça sans aucune organisation. Tout ce qui peut servir à la ménagère, mettre un peu de confort dans l'intérieur de l'employé ou flatter la vanité du petit bourgeois qui veut paraître plus qu'il n'est et achète à crédit.
Pour capter cette clientèle désœuvrée, dont la grande distraction est de courir les magasins, donc dénonciation du shopping déjà, fin 19e siècle, Dufayel a disposé un peu partout des attractions. Dans le quartier de la Literie, un cinématographe attire les enfants qui amènent leur mère. Au milieu des meubles chics, un orchestre de jeunes femmes, fausses tziganes habillées de rouge, charme les petites bourgeoises qui viennent la prendre en thé en papotant de leurs achats et de leurs amants. Une touche de sexisme en passant. Un peu partout, des gramophones font nasiller nos meilleurs chanteurs de l'opéra et du Cafcons, et cette colossale boutique apparaît au populaire comme un palais de féerie. Donc évidemment, là, il y a une forme de dénonciation de la naïveté du peuple, qui ne verrait pas derrière cet étalage de tout ce que ça recèle de tocs, de clinquants, etc. Tout en flânant à travers tant d'objets, la ménagère s'en naître en son cœur des désirs imprévus. Donc en fait, aussi rapidement qu'apparaît ce nouveau système de consommation, à la fois le crédit et la vente en masse d'objets, apparaît sa dénonciation, en réalité, qui lui est consubstantielle. Alors, dernière manière de vendre, donc vous avez ces grands magasins, vous avez les catalogues, vous avez la publicité dans la presse, évidemment, qui, là aussi, est concomitante du développement de la presse de masse à la fin du 19e siècle. Alors, je vous ai mis plusieurs exemples, et puis un exemple, j'avoue, que j'aime particulièrement. Donc, l'Humanité, qui est fondée en 1904 par Jean Jaurès, premier numéro de l'Humanité, Jean Jaurès dit « Nous vivrons sans publicité ». C'est un moment de grand scandale parce que la presse est financée par la publicité et donc est orientée, etc. Donc, l'Humanité de Jean Jaurès se fonde sur l'idée de l'indépendance de la presse, donc ne vivre que de l'écho des lecteurs, des abonnements, etc. Or, quand on regarde dans le détail, de manière très surprenante, dans la rubrique Faits divers, à Paris, dans 54 numéros de la première année de l'Humanité, en 1904, on a l'administration Dufayel vend par abonnement des mobiliers par milliers, etc. etc. C'est évidemment pas du tout un fait divers, et c'est en réalité de la publicité déguisée. Et on retrouve dans les archives policières des dénonciations du fait que Dufayel finançait l'Humanité, et que donc il aurait fait supprimer des romans feuilletons qui dénonçaient Dufayel, etc. Bon, c'est aussi dans un moment de compétition entre la bataille syndicaliste et l'Humanité. Ce qui est sûr, c'est donc une fois par semaine, vous avez une publicité pour Dufayel dans l'Humanité. Ceci dit, c'est très cohérent. Dufayel s'adresse à des clients potentiels, puisqu'effectivement, l'Humanité était lue par des classes populaires parisiennes. Donc, c'était, du point de vue marketing, assez finement pensé. Dernier élément qui sert à donner envie aux classes populaires d'acheter tous ces biens, c'est l'affichage qui s'invente, les publicités affichées dans la ville, qui s'inventent là aussi à la fin du 19e siècle et dans lesquelles Georges Dufayel, encore une fois, joue un rôle pionnier. Vous aurez compris que j'ai une petite passion pour cet homme. Enfin, en tout cas, il m'a beaucoup intéressée. Et il est très surprenant parce qu'il est vraiment dans une forme de modernité commerciale très intrigante pour l'historienne. Et en réalité, il a effacé la mémoire de celui qui a été à l'origine de tout ça, qui s'appelait Jacques Crépin, à qui il a racheté l'entreprise. Mais bon, en tout cas, dans les grands magasins Dufayel, on a à la fois le système de crédit, on a le grand magasin concret où on peut acheter des meubles, et on trouve une société d'affichage qui s'appelle l'Affichage National, et où Dufayel achète le droit d'affichage sur les palissades de Paris. On est dans un Paris post-haussmannien en perpétuels travaux, il y a des palissades partout. Donc en fait, une fois que vous avez le droit d'afficher sur les palissades, vous avez quand même un très grand espace mural disponible dans la capitale. Et il achète aussi le droit d'affichage sur les murs des hôpitaux de l'assistance publique. Ce que vous avez ici, sur la diapo, j'ai des problèmes avec ma droite et ma gauche, mais vous voyez, l'hôpital Saint-Antoine, on voit ce pignon où on a une grande publicité peinte pour Dufayel. À la fin du 19e siècle à Paris, l'hôpital est un marqueur social très fort. C'est majoritairement les classes populaires qui le fréquentent. C'est encore infamant d'aller à l'hôpital public. Donc, évidemment, il est très cohérent d'acheter les droits d'affichage sur les murs de la PHP, puisque à la fois les patients les voient de leur chambre, et puis toute leur famille qui vient leur rendre visite va passer devant des publicités Dufayel. Donc un petit génie quand même de la communication. Et alors évidemment, il vend parfois ses droits d'affichage à d'autres, mais il les utilise vraiment en très grande partie pour son propre usage. Et les publicités Dufayel fleurissent sur les murs de Paris. Et quand on regarde un peu avec ça dans l'œil les cartes postales du Paris de la Belle Époque, en fait, on voit Dufayel partout, sur toutes les palissades, sur toutes les scènes photographiées. Très souvent, derrière, il y a une affiche Dufayel. Voilà, donc on voit bien que
Et oui, Dufayel, pour finir, évidemment, à la fois, il fait la publicité pour sa vente, et puis il essaye de la légitimer, parce que le crédit à la consommation, c'est considéré comme infamant au 19e siècle, à la fin du 19e siècle. Et donc, il essaye de légitimer ce que je vous disais tout à l'heure, ce discours de légitimation du crédit. Et donc, bon, il est aussi tout à fait mégalomane, Dufayel. Et donc, il dit, qu'est-ce que j'ai voulu? Dispenser un peu de bonheur aux classes laborieuses, leur donner un foyer, un intérieur où ils aient leurs meubles à eux, leurs ustensiles de ménage à eux, leur vaisselle à eux, sans vaines paroles, sans promesse dans un avenir meilleur, façon de se distancier du socialisme, j'ai résolu pour ma part et par mon seul effort la question sociale. Modestie extrême. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans ce discours, c'est le fait qu'il a conscience de la stigmatisation de la consommation populaire et du crédit à la consommation, et il essaye d'élaborer un contre-discours. Et ce qui m'a aussi intéressé, c'est que il porte très fortement ce contre-discours, mais il meurt en 1919, sans héritier. Et en fait, après lui, l'entreprise va connaître de grandes difficultés, va s'effondrer et surtout va s'effacer de la mémoire. Et en fait, c'est une entreprise que moi j'ai découverte dans mes recherches, mais dont j'avais jamais trop entendu parler. Et plein de gens, depuis que le livre est sorti, m'ont dit « Ah, mais j'ai enfin compris ce qu'étaient ces grands bâtiments à Barbès. » C'était Dufayel, même des gens du quartier. Et en fait, c'est des grands magasins qui n'ont pas réussi à imprimer leur marque sur l'histoire aussi, parce qu'ils étaient trop marqués, ils étaient trop associés à la consommation populaire, trop stigmatisés par la pratique du crédit. Et c'était resté par contre dans la mémoire populaire parisienne. Quelqu'un me disait, moi ma grand-mère, elle était parisienne dans les années 50 à peu près, l'époque qu'on a vue, et elle disait c'est du solide, c'est Dufayel. Donc c'était resté, mais dans une mémoire très populaire ou très locale du 18e arrondissement de Paris, et c'était pas du tout passé dans un récit historique plus classique, parce que je vous ai mis cette citation aussi pour vous dire que c'est un échec, cette tentative de légitimer le crédit, ça ne marchera pas, et l'entreprise fera faillite, comme toutes ces entreprises de crédit à la consommation. Elles feront faillite dans les années 20, puisque, vous savez peut-être, on est en train de revivre la même chose, l'inflation efface les dettes. Il est le moment de s'endetter, sans vouloir vous inciter à quoi que ce soit. L'inflation mécaniquement efface les dettes. L'inflation très forte de la Première Guerre mondiale et des années 20 va en fait effacer les dettes des classes populaires, puisque les salaires vont être alignés sur l'inflation. L'inflation n'efface les dettes que si les salaires sont alignés sur l'inflation, évidemment. Petite précision néanmoins importante, n'est-ce pas? Mais donc, dans les années 20, ce qui est intéressant, c'est que tout ce discours moral qui disait c'est terrible, ces ouvriers s'endettent, ils vont devenir alcooliques, les femmes se prostituent, enfin c'est la déchéance des classes populaires par la consommation. Le cycle économique donne totalement tort aux moralistes. Ceux qui se sont endettés voient leurs dettes expurgées dans les années 20, et ceux qui avaient épargné, les paysans, qui faisaient des dots pour leurs filles, voient toute l'épargne fondre. Parce que l'inflation efface les dettes et efface l'épargne. Et donc, ces grands magasins de crédit vont tous faire faillite dans les années 20, puisque, certes, les ouvriers se retrouvent sans dette, mais par contre, les entreprises qui étaient bâties sur le crédit, elles, se retrouvent en très grande difficulté économique et font faillite. Et donc après ces faillites massives des années 20, le cycle s'interrompt et ça ne reprendra qu'après la Seconde Guerre mondiale avec le CTLM en fait, avec des systèmes plus modernes de crédit à la consommation. Alors la pente de l'historien ou de l'historienne en l'occurrence est souvent de chercher la nouveauté, les mutations, les ruptures. Les historiens cherchent le nouveau. Donc cette modernité commerciale que je viens de vous décrire est particulièrement attractive pour les historiens. Pourtant, et je vais finir là-dessus assez rapidement pour qu'on ait le temps de discuter si vous avez envie de poser des questions, mais cette modernité commerciale que je viens de vous décrire, qui est aussi une forme du capitalisme, qui donc repose sur l'achat d'objets neufs dont le prix est fixe, n'épuise pas du tout la sphère de l'échange dans les classes populaires à la Belle Époque. Et en fait, à côté de cette modernité commerciale, de ces grands magasins de crédit, de cette publicité, de ces nouveaux objets, subsistent des pratiques beaucoup plus traditionnelles, on pourrait dire, et que j'ai appelé notamment les savoir-faire de la pauvreté. Puisque quand on est pauvre, on a des savoir-faire en fait. Être pauvre, c'est pas si simple. Et les gens qui tombent dans la pauvreté n'ont pas ces savoir-faire. On sait se débrouiller. Parce que ce qui caractérise les classes populaires, c'est la vulnérabilité, la précarité. Et donc on peut toujours retomber dans la pauvreté. Et donc le rapport aux objets, les transactions économiques sont très marquées par ces savoir-faire de la pauvreté. Donc ce que j'ai voulu regarder dans un dernier temps, c'est aussi ce que deviennent les objets quand on les regarde plus juste au moment de l'achat,
mais quand on essaye de regarder leur vie dans le long terme, hein, et donc que deviennent les objets une fois qu'ils sont possédés, de l'achat à l'usure, à l'usage, à l'usure et jusqu'au débris. Et en fait, on se rend compte qu'à Paris, à la Belle Époque, les objets sont très largement remis en circulation. Hein, ils sont gagés au mont-de-piété, ils sont volés, ils sont revendus, rachetés aux brocanteurs, saisis au domicile, usés jusqu'à la corde. En fait, ils ont une vie très longue, au-delà de ce moment inaugural de l'achat, qui est souvent celui qui avait focalisé l'attention des historiens et des historiennes de la consommation. Alors, évidemment, quand on regarde ça, on descend aussi d'un cran dans l'échelle sociale. On ne voit plus ces classes populaires dont la concierge a dit oui, ils peuvent payer, ils ont un bon emploi, ils peuvent s'endetter à crédit. On va passer dans des fractions plus basses des classes populaires, plus marginales, mais qui essayent à leur manière de s'inscrire dans cette nouvelle forme de consommation. Alors, premier lieu de remise en circulation des objets, c'est le mont-de-piété, c'est-à-dire le prêt sur gage. Puisque, et ça c'est intéressant, les classes populaires ne perdent jamais de vue la valeur des objets. Hein, certes, on achète des objets à crédit, des objets neufs, etc. Mais on sait combien ils valent. Et ça, c'est vraiment très fort dans les classes populaires, l'évaluation des choses. Et on sait aussi que du coup, on peut les gager en cas de besoin. C'est-à-dire, on peut les mettre au mont-de-piété pour en retirer un crédit. Et on voit bien, hein, là, je vous ai mis les objets déposés au mont-de-piété en 1880, c'est majoritairement des vêtements, des draps, en fait c'est majoritairement du linge qui est déposé au mont-de-piété contre un crédit. Et alors à la fois c'est une institution qui rentre en crise au 19e siècle, il y a de moins en moins de prêts, et en même temps en 1909 il y a encore 4000 personnes par jour qui vont faire un prêt sur gage à Paris, donc ça reste une institution très largement utilisée par les classes populaires, et c'est utilisé par les plus fragiles comme un recours dans les moments de grande difficulté. On voit par exemple que les gages, donc le nombre d'objets déposés, augmente. Il y a des pics au moment du terme du loyer. Tous les 3 mois, ça se paye tous les 3 mois à Paris, 1er janvier, 1er avril, etc. Et on voit que dans les 3-4 jours précédents, on a un pic des engagements au mont-de-piété. Donc on voit bien hein, que les locataires ont conscience qu'ils peuvent utiliser leurs objets pour payer leur loyer. C'est aussi un lieu de domination. Quand je vous parlais tout à l'heure en disant la consommation, c'est aussi un révélateur des dominations. C'est aussi un lieu de domination économique très forte, hein, et notamment, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un lieu où les gages, c'est-à-dire les objets qui sont déposés, sont très massivement sous-estimés par les commissaires-priseurs, sans aucun recours de la part des classes populaires qui ne peuvent pas négocier le prix de leurs objets. Et donc ça oblige souvent ces usagères, parce qu'en fait à 90% c'est des femmes qui utilisent le mont-de-piété, puisque faire bouillir la marmite, joindre les deux bouts, c'est leur rôle, donc c'est aussi elles qui utilisent toutes les ressources qu'elles ont pour réussir à faire tourner l'économie familiale. Donc ces femmes, hein, elles sont obligées de regager les objets, c'est-à-dire de les amener chez des marchands et des marchandes de reconnaissance qui leur reprêtent de l'argent, mais là un taux usuraire, à 120%. Un taux de 120%. Bon, donc on voit bien hein, que... pourquoi je vous parle de ça? Parce que finalement, ce fait d'aller voir... Enfin, c'est illégal, hein, les marchands de reconnaissance, parce que le prêt sur gage à Paris, le mont-de-piété a le monopole du prêt sur gage. C'est le seul qui peut faire ça. Et ensuite, il y a ces brocanteurs qui rachètent les reconnaissances du mont-de-piété et reprêtent un peu d'argent dessus. Alors évidemment, on peut se dire ça c'est une grande domination. En fait, les gens, ils n'ont aucune marge de manœuvre. Et en même temps, aller voir ces brocanteurs, c'est aussi une manière de recréer du jeu dans une relation de domination. Avec les commissaires-priseurs, on ne peut pas négocier. Ils sont dans une salle derrière, on ne peut pas leur parler, ils ne voient jamais les clients. Les marchands, les marchandes de reconnaissance, ils sont dans le quartier, c'est le brocanteur d'à côté. On peut lui dire, mais si quand même, ma montre, elle veut un peu plus, et on peut renégocier le prêt. Mais évidemment, dans la plupart des cas, les gens n'arrivent pas à récupérer les objets, et c'est ces marchands de reconnaissance qui sont brocanteurs, qui vont les revendre à d'autres utilisateurs populaires, qui vont les récupérer et les revendre. Il y a d'autres... bon, je vais passer là-dessus. Donc ça, c'était pour comment les objets sont remis en circulation, à la fois par le mont-de-piété, par les brocanteurs. Et puis, je voudrais parler d'un dernier phénomène qui m'a beaucoup intéressé, qui est le vol. Alors, comment est-ce qu'on obtient des objets s'ils ne sont pas neufs et s'ils ne sont pas à prix fixe? Alors, on peut les obtenir chez le brocanteur, hein, on peut à un prix qu'on va négocier. On peut aussi les voler. Et le vol, alors évidemment, si on ne se place pas du point de vue du droit ou dans un rapport moral au vol, si on se place du point de vue de l'anthropologie économique, hein, qui regarde les transactions, le vol, c'est rendre gratuit ce qui normalement était marchand. Donc c'est une autre forme d'acquisition en dehors du droit.
Donc j'ai essayé d'étudier dans un quartier qui est le quartier de la Goutte d'Or, dont vous verrez tout à l'heure tout un film dessus. Et j'ai pris les registres des commissariats et j'ai pris toutes les plaintes pour vol. Et j'ai regardé qu'est-ce qui était volé, comment on volait, qui étaient les voleurs, etc., etc. Alors on voit bien que il y a plein de choses à dire sur le vol, je vais aller vite, mais d'abord on soupçonne toujours sa voisine. Hein. C'est une phrase très commune dans les plaintes, soupçonne sa voisine. Notamment quand les vols ont lieu à l'intérieur des appartements, il faut connaître les lieux, il faut connaître l'emploi du temps, etc. Ce qui m'a plus intéressé, c'est ce que je vous ai mis là, c'est la circulation locale des objets volés. Alors, beaucoup d'objets sont probablement revendus pour se faire de l'argent, mais parfois, on les retrouve vraiment pas loin. Donc, typiquement, un menuisier rentre chez lui pour trouver sa chambre au premier étage d'un immeuble rue de la Goutte d'Or, dépouillée d'une pendule, 3 paletos, c'est-à-dire 3 vestes, 6 draps, 12 torchons, un diamant de vitrier, 3 coquillages, probablement les décorations que je vous montrais tout à l'heure, et un petit modèle de navire. Alors, décoration, soit il l'avait fait, soit il l'avait acheté. Il reconnaît sa pendule à l'étalage d'une brocanteuse dont la boutique se situe à 300 mètres de son domicile. La commerçante lui donne l'identité de la vendeuse, qui est donc la voleuse, qui est sa voisine de palier, qui a pour complice son ouvrière. Les 2 accusés avouent être les auteurs du vol. Les vases sont retrouvés chez le logeur, donc elle est en hôtel de la 2e voleuse, rue Capla, et le linge chez Madame Lefort, blanchisseuse, même rue. Les 3 paletos ont été vendus, 2 chez un brocanteur de la rue Charbonnière et le 3e chez un brocanteur du boulevard de la Chapelle. Donc ce qui est hyper intéressant ici, c'est qu'on voit une circulation hyper locale des objets et les gens reconnaissent leurs objets. C'est ça que je trouve profondément fascinant. Il y a d'autres exemples où on a une brocanteuse qui vient dire à l'hôtelier du garni « Et je viens de récupérer tes couvertures, vérifie tes locataires ». Et en fait, effectivement, les locataires avaient volé les couvertures et étaient les vendre à la brocanteuse d'à côté. Ce qui veut dire que la brocanteuse est capable de reconnaître les couvertures du garni. Voilà. Donc c'est quand même, ça veut dire que c'est aussi, quand je vous parlais de la valeur des objets, c'est ça, les choses ont une valeur importante, ça vaut cher et ça peut faire de l'usage. Il y a une valeur d'échange, combien ça vaut d'argent, il y a une valeur d'usage, on peut continuer à s'en servir. Et donc, on y fait attention, on en prend soin. Bon, voilà. Mon autre exemple préféré, c'est donc Edmond Daprat, un carreleur de 19 ans, à la surprise de se retrouver au commissariat, amené par la dame Leleu, qui lui a reconnu sur le dos le par-dessus volé à son fils par le sieur Almenspec, qui en demande la restitution. Daprat déclare avoir acheté le par-dessus à Almenspec pour 10 francs, ne consent pas à sa restitution sans avoir l'argent versé. Donc en fait, on a quelqu'un qui se promène avec un par-dessus, qui a été volé, la mère reconnaît le par-dessus de son fils, elle alpague celui qui le porte pour l'amener au commissariat, et dit « mais moi je ne l'ai pas volé, je l'ai acheté ». Et il l'avait effectivement acheté au voleur. Donc on voit bien que là, les objets circulent dans un rayon très très local. Dernier point, le vol, je trouve ça aussi très intéressant pour interroger le désir de consommation, ce que les gens veulent avoir. Parce que beaucoup de ces objets, je vous l'ai dit, sont revendus pour des nécessités économiques. On vole, on revend pour se procurer de l'argent. Mais pour quelques exemples, en fait, les objets sont utilisés. Donc là, ça dit quelque chose de gens qui sont exclus de la consommation, mais qui cherchent à s'y inscrire et qui cherchent du coup à avoir les objets qu'ils ne peuvent pas s'acheter. Donc on a un photographe de 59 ans qui confie une corvée à un journalier de 18 ans. Journalier, c'est quelqu'un sans qualification, c'est un ouvrier sans qualification. Dans son domicile, il se fait voler un pantalon, une chemise, une paire de bretelles, un foulard. Et lorsque le jeune homme est arrêté 8 jours plus tard, il porte les effets volés. Donc en fait, il l'a volé pour les porter. C'est-à-dire qu'il voulait ce genre d'objet, il ne pouvait pas se les payer, il les a volés. Et ensuite, on a une autre histoire, là où c'est de l'argent qui est volé, mais que fait le jeune homme? Il a payé une promenade en chemin de fer à ses copains et il a acheté des casquettes à ses amis. Et là, c'est intéressant parce que on se rapproche de l'apachisme, c'est-à-dire des Apaches de Paris fin 19e, cette délinquance de la jeunesse qui s'incarne dans des formes de consommation très spécifiques, des consommations vestimentaires, des consommations de loisirs, et qu'on retrouve ici quasiment assez littéralement. Voilà, donc ces objets, on peut les voler, on peut aussi les acheter chez les brocanteurs, mais je passe. Et enfin, dernier point, je m'arrêterai là, il faut qu'ils fassent de l'usage, et ça c'est très important, il y a la valeur d'échange des objets, combien ils valent d'argent, mais il y a aussi la valeur d'usage des objets, c'est-à-dire le fait qu'ils continuent à servir. Et effectivement, dans les classes populaires à la Belle Époque, on a cette idée qui va durer longtemps, qu'on retrouvera jusque dans les années 50, 60, 70, même plus tard, qu'il faut que les objets fassent de l'usage, et donc on les entretient, on les répare, etc. Bon, je vous lis juste la citation d'Annie Ernaux, puisqu'elle concerne plutôt les années 50, mais que je trouve qu'elle résume très bien ça. Donc elle écrit dans les années
Tout ce qui se trouvait, c'est pas à Paris, ça concerne la Normandie. Tout ce qui se trouvait dans la maison avait été acheté avant la guerre. Les casseroles étaient noircies, démanchées, les cuvettes désémaillées, les brocs percés, colmatés avec des pastilles vissées dans le trou. Les manteaux étaient retapés, les cols de chemise retournés, les vêtements du dimanche passés au tous les jours, ça j'aime beaucoup. Tout devait faire de l'usage, le plumier, les boîtes de peinture Lefranc et le paquet de petits beurrelus, rien ne se jetait. Et effectivement, il y a cette idée d'utiliser jusqu'à la corde, littéralement en réalité, les objets. Et quand les objets n'ont plus d'usage, ils redeviennent en réalité des matières premières. Et ces matières premières, à Paris, fin 19e, elles sont données aux chiffonniers qui vont les retrier par matière, donc les tissus avec les tissus, les os, etc. Et qui vont les relancer dans un circuit industriel qui, en fait, avec le papier, avec les tissus, on fait du papier, avec les os de mouton, on fait des boutons, on fait du noir de charbon pour amender les sols, etc. Donc on a une deuxième vie industrielle qui repart derrière. Donc on voit bien qu'on a conscience voilà, de la matière première aussi des objets, elle reste très très présente. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, mais juste un mot pour finir, pour vous dire que vous voyez, il y a certaines des choses que je vous ai décrites qui vont durer longtemps, qu'on va retrouver en fait dans le film qu'on a vu tout à l'heure, pour partie, et puis d'autres qui changent pour le coup assez rapidement. Dans le film, on voyait des voitures, on voyait l'électricité, on entendait des phonographes, ils utilisaient le téléphone. Voilà, ça c'est des nouveautés, puisque la consommation, ça fonctionne aussi par innovation, par cercle d'innovation, donc on a des nouveaux objets qui arrivent, mais les manières de les utiliser, elles changent plus lentement que les nouveaux objets. Voilà, donc je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci pour cette conférence passionnante. On va juste prendre quelques instants, si vous le souhaitez, pour poser une question. Moi, juste en introduction, avant les questions, on a bien conscience que le Paris et tout ce que vous avez décrit a une place à part. Finalement, en France, ce qui se développe à Paris, ce laboratoire n'est pas ce qu'on peut retrouver forcément dans la France rurale, etc. Et puis, il y a aussi des choses que... Alors, en 1h15, c'est impossible de tout aborder, bien entendu. Mais votre livre va aussi parfois chercher plus loin, justement dans des consommations par rapport notamment à la naissance, à la mort, des choses qu'on ne verrait pas dans des sociétés traditionnelles, mais qu'on va voir à Paris avec une sorte de marchandisation à ce niveau-là. Ouais, alors sur la différence entre effectivement ce que je décris pour Paris, alors j'ai pas fait l'étude en détail, mais je pense que ça serait vrai aussi pour Lyon et ça serait vrai aussi pour Marseille, qui est un peu l'axe de la modernité française, où le capitalisme pénètre en réalité le plus tôt, à la même époque avec peu de décalage. Mais en revanche, effectivement, certaines de ces consommations vont être très décalées dans le temps. Si on prend des zones rurales plus éloignées, moi mes grands-parents étaient du Tarn, donc j'avais demandé à mon grand-père, et le vélo arrive dans les années 30, 1930. Et par ailleurs, un certain nombre des choses que je décris, je le voyais dans l'intérieur de mes grands-parents, qui était un intérieur constitué dans les années 1950, 1960 dans le Tarn. Donc pour certaines consommations, il y a quasiment 80 ans de décalage avec des zones beaucoup plus rurales. Donc effectivement, ce que je décris pour Paris, c'est très tôt, et ensuite ça va essaimer par cercles concentriques vers des villes moyennes, puis des petites villes. Et sur la marchandisation, effectivement, il y a cette consommation, elle va s'étendre aussi à des services, notamment le marché funéraire qui se développe beaucoup à Paris, donc où ce qui était assuré en partie par des solidarités traditionnelles, porter le cercueil, le repas d'enterrement, etc., va être marchandisé. On voit aussi arriver les assurances contre l'incendie, puisqu'à partir du moment où vous avez des meubles en bois, évidemment Dufayel a une assurance associée, le Phénix, la Compagnie du Soleil, pas de problème. Et puis les services, les médicaments aussi, ça devient un énorme marché, le marché du médicament. On sait que la France est une des premières consommatrices, mais ça commence très tôt. Et là aussi, là où à la campagne on a la médecine des simples, les plantes, etc., on va basculer sur quelque chose de très marchand en ville assez rapidement. Et effectivement, le crédit, c'est aussi pour ça que j'ai appelé mon livre La vie à crédit, parce que le crédit s'infiltre partout. Et Albert Simonin, qui est, pour reparler cinéma, qui est le scénariste de Touchez pas au Grisby, qui a écrit une autobiographie qui s'appelle Confession d'un enfant de la Chapelle, puisqu'il a grandi dans le 18e arrondissement, dans le quartier de la Chapelle à Paris. Il dit « Je suis né à crédit ». Parce qu'il dit « Mon père a mis 3 ans pour rembourser la sage-femme ». Et ce que moi je vois dans les scellés,
c'est que les gens meurent à crédit. Et pourquoi on pose les scellés? C'est aussi parce que la concierge a avancé les frais d'enterrement, le frère ou la sœur a avancé les frais de médecin, et les gens sont morts, et c'est pas remboursé. Et donc, ce crédit doit être soldé. Et donc, on vend les meubles pour rembourser le crédit. Et donc, encore une fois, une référence littéraire, mais Céline, mort à crédit, c'est un très beau titre, mais c'est aussi une réalité. Céline était médecin, et il savait bien que les gens dans les classes populaires, il était médecin dans des quartiers populaires au départ, et il savait bien que les gens mouraient à crédit, effectivement. Donc, de la naissance à la mort et du Fayel. On peut, par abonnement, payer le dentiste. Voilà. Il y a des dentistes qui acceptent les bons du Fayel. Merci. Alors, est-ce que vous avez des questions, réactions? Oui, monsieur. Vous montrez la carte des grands magasins avec sur Paris, qui est une très très forte concentration sur la partie est de Paris. Alors qu'est-ce que ça veut dire, que la partie bourgeoise qui habitait plutôt à l'ouest ne voulait pas ces grands magasins, ou est-ce qu'ils n'utilisaient pas ces grands magasins? Merci beaucoup pour cette question. Alors effectivement, d'abord, la localisation, elle est due à plusieurs choses, notamment à la proximité des gares, gare du Nord, gare de l'Est, parce que c'est aussi des magasins qui expédient ailleurs. Mais ce n'est pas du tout la seule raison. Effectivement, le crédit à la consommation, c'est une frontière sociale. Michel Perrault, elle dit, dans la bourgeoisie, on fait honneur à ses affaires, hein, et avoir recours au crédit, c'est le signe en fait de difficultés économiques. Donc il faut, si ça se fait, c'est caché. Il faut absolument pas dire qu'on a recours au crédit. Et dans la paysannerie, enfin dans le monde rural, c'est le bas de laine, c'est la thésaurisation. On n'achète pas à crédit. Donc en fait, le crédit à la consommation, c'est vraiment très spécifique des classes populaires urbaines. Et effectivement, dans la bourgeoisie, on n'achète pas à crédit. Ça serait vraiment déchoir. On ne va pas non plus au mont-de-piété. Hein. Quand on y va caché, on se cache, et surtout on envoie des domestiques pour ne pas être identifié. Et Dufayel explique dans une de ses brochures que, bien sûr, sur demande, on peut envoyer des abonneurs habillés en bourgeois dans les étages bourgeois. C'est-à-dire que vous pouvez avoir l'abonneur qui passe, mais comme s'il était en visite. Il enlève sa casquette Dufayel. Donc, évidemment, tout est prévu pour que la bourgeoisie puisse aussi y avoir recours. Et en réalité, assez rapidement, un certain nombre de grands magasins, de magasins de nouveautés, pas les grands magasins bourgeois du centre, ont des sociétés de crédit, mais qui sont des sociétés de crédit cachées, hein, qui permettent aussi de l'achat à crédit. Mais par contre, il y a une vraie façade sociale. Hein, le crédit à la consommation, c'est vraiment très stigmatisant, parce que c'est signe de pauvreté, en fait. Donc, dans la bourgeoisie, on doit faire honneur à ses affaires, on doit acheter comptant. D'autres questions, réactions parmi le public? Non? Pas pour l'instant. Et alors sur l'organisation des magasins, on a vu que les grands magasins plutôt destinés aux classes populaires avaient tout un système finalement de spectacles à l'intérieur, etc. Est-ce qu'au niveau de l'organisation externe des façades, est-ce qu'il y avait une différence entre grands magasins plutôt bourgeois et grands magasins plutôt populaires? Alors l'architecture est la même, hein, notamment avec les rotondes d'angle, qui est très caractéristique de cette architecture publicitaire. Là, vous les voyez pas, mais vous allez les voir peut-être. En tout cas, on les voit sur les documents. Hein, vous avez des rotondes d'angle, et c'est très classique des grands magasins. Et par contre, du centre, on comme, ça y est, on voit. Donc, vous voyez ici, là, à l'angle, les rotondes d'angle, ça se voit. On les trouve aussi au Bon Marché, aux Galeries Lafayette, etc. Et sur les vitrines, en fait, dans les années 1860, 70, 80, quand ces magasins se développent, justement, le principe, c'est qu'il n'y a pas de vitrine, à l'inverse d'aujourd'hui, puisque le but, c'est de créer un monde clos dans lequel le consommateur entre et qui n'est pas du tout ouvert sur la rue, pour créer une sensation de monde spécifique, hein, de monde féerique. Et donc, effectivement, c'est des magasins très peu ouverts sur la rue. L'éclairage est zénital. Vous avez des lampes au-dessus et vous n'avez pas de lumière qui rentre par les fenêtres, et surtout, vous ne voyez pas la rue. Hein. Tout est tourné vers l'intérieur, autour des halls centraux. Et c'est vraiment l'idée de faire des lieux clos, des lieux où les gens rentrent et sont absorbés, sont plus ouverts sur la ville. Donc en fait, c'est assez paradoxalement, c'est plutôt des lieux qui sont renfermés. Et ça, c'est vrai. Enfin, en ça, les grands magasins populaires copient tout à fait les grands magasins du centre. D'accord. Mais merci beaucoup. Ah, une dernière question? Allez, je me dépêche. Merci. Oh, ça va être très simple. Quel était l'intérêt qui était demandé aux emprunteurs? Dans les grands magasins du Fayel? Oui. Et en fait, on ne peut pas savoir, parce que on leur fait payer une somme
mais on ne sait pas quel est l'intérêt. En fait, on dit, si vous voulez, comme Dufayel, c'est lui qui vend à crédit les meubles, il donne un prix 150 francs, et il dit vous remboursez 1 franc, 2 francs, etc. Et dans cette somme, il y a une part qui est les intérêts, mais les emprunteurs ne savent pas combien ils payent d'intérêts. Et d'ailleurs, il dit toujours un crédit à pas cher, un crédit gratuit, etc. Évidemment, c'est faux. Il y a un taux d'intérêt, mais il est totalement caché, et donc on ne peut pas le connaître. Merci beaucoup à Naïs Albert, merci à vous.